Ce qui peut être étonnant pour nous tous, dans les derniers exposés, c'est le tâtonnement et l'amateurisme dans l'évaluation des retombées et des coûts, des modèles économiques ayant trait à ces investissements et à ces soutiens de filières de production. Je suis dans l'incompréhension totale de comprendre pourquoi les pouvoirs publics, des gens aussi sérieux que les Allemands ou des industriels, ont pu errer dans des filières dont le coût, qu'il soit au niveau de production de CO2 ou qu'il soit au niveau du modèle économique, donc de revenus et de régénérabilité, que les choses n'aient pas été définies avec plus de vision, de clarté et de compétence. Comment expliquez-vous ça ? Alors, est-ce qu'ils ont erré ? Non, du point de vue des politiques agricoles, je veux dire, quand ça a été lancé... D'abord, premièrement, il y avait, en tout cas dans l'essence, un certain pourcentage d'éthanol, parce que c'est bien, c'est bon, ça remplace le plomb. Donc là, c'était logique, et on utilisait déjà de l'éthanol agricole, donc avec le TBE qui était incorporé dans l'essence. Maintenant, quand la PAC est venue en surproduction, que les jachères soient utilisées pour faire des productions, pourquoi pas ? Le système agricole était pour, je veux dire, les syndicats agricoles étaient pour, autant que je m'en souvienne, et ils sont investis, puisque l'État s'est engagé à long terme à avoir la défiscalisation en particulier, qui compensait un peu la différence de coût entre l'éthanol fabriqué et puis l'énergie fossile. Donc à partir de là, il y a eu une montée lente. Et puis après, c'est l'Europe, c'est le paquet énergie-climat qui a, à partir de 2005, a donné, donc c'est pas qu'une politique française, a donné un minimum à atteindre en 2020 de 7% d'incorporation, je crois, de façon régulière. Et la France est partie, en fait, avec des objectifs plus élevés que l'Europe, et donc est parti assez vite parce qu'il a une production agricole importante. C'est après qu'on a raccroché la politique environnementale. Donc on a dit c'est bien pour l'environnement, mais on n'a pas erré parce qu'on n'a pas regardé finement. On a commencé à regarder finement, je vous ai dit, en 2008-2009, quand l'ADEME a regardé un travail très approfondi sur l'analyse de cycle de vie. Mais après, donc, le résultat était plutôt favorable. Je veux dire, en moyenne, c'était 60%, 40%, 50% de gains, 50%, 60% de gains. Mais il y avait ce problème d'un facteur qui est assez curieux, hein, qui est donc ce facteur de changement d'affectation des sols, qui est difficile à estimer. Et je vous ai indiqué une étude de l'Académie américaine qui, elle, considère que tout ça est farfelu, puisque si vous avez une production agricole de biocarburants vient sur un champ, une prairie, ça ne sert à rien, parce que la prairie stocke déjà du carbone. Donc ça ne sert à rien, c'est zéro. Donc ils ont un raisonnement où ils poussent très loin en disant les biocarburants, ça ne sert à rien, sauf si vous mettez des cultures sur... vous enlevez des goudrons, vous enlevez des surfaces artificialisées. Actuellement, vous la remplacez par des cultures. Mais si vous utilisez des cultures existantes ou des prairies, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est la vision... c'est pas la vision légale européenne qui donne des chiffres très précis, comme je ne vous l'ai pas indiqué, mais des chiffres assez précis sur les gains. Mais tout ça, c'est fictif. C'est normalisé. Donc, est-ce que c'est de l'errement ? Peut-être. Après, les sujets sont quand même très complexes, surtout parce que
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, il y a des réglementations qui interdisent de déforester pour faire des biocarburants. On ne peut pas être biocarburant si on a cultivé quoi que ce soit sur quelque chose qui a été déforesté, et c'est suivi par satellite, et il y a des certifications. En revanche, effectivement, c'est que pour les carburants. Et donc, du coup, nous, si les carburants prennent une surface, mais que la demande sur un autre marché non réglementé augmente, la déforestation se fait sur l'autre marché. Donc le carburant, lui, est très régulé, y compris au niveau déforestation, mais effectivement, ce n'est pas le cas des autres marchés. Et donc c'est là où on se dit qu'il faudrait une politique plus globale pour vraiment réglementer la déforestation. Oui, une question pour Madame Chanal. Vous avez parlé tout à l'heure des plateformes de l'éthanol pour fabriquer, je dirais, des produits à plus haute valeur ajoutée. Est-ce que c'est la stratégie ultime avant que toutes ces belles bioraffineries ne soient transformées en vieilles ferrailles à partir du moment où l'on n'aura plus de moteur thermique à partir de 2035 ? Alors, comme évoqué par l'autre intervenant, Total ne produit pas d'éthanol, donc du coup on n'a pas de bioraffinerie sur les alcools, que les choses soient claires. C'est une vision globale que je vous ai donnée. Nous, aujourd'hui, je suis responsable du programme Biofuel, donc nous visons aujourd'hui, tous mes efforts recherche et développement visent à produire des carburants pour l'aviation, parce que comme ça a été mentionné, on n'est pas prêt de faire voler un avion avec des électrons ou même de l'hydrogène. Et donc, du coup, oui, c'est pas nous qui produisons l'éthanol, comme ça a été mentionné, c'est plutôt les coopératives agricoles qui produisent cet éthanol. Donc, on n'a pas d'assets là-dessus. Et notre bioraffinerie de l'AMED aujourd'hui a été modifiée, et donc on travaille. C'est pas, pour l'huile de palme, je me permets de rebondir. Il n'y avait pas qu'un aspect économique, c'est aussi la meilleure molécule en termes de composition pour produire des biocarburants au niveau de la longueur et de l'insaturation. Vous êtes des chimistes, vous savez qu'il y a des contraintes techniques. Et donc, en fait, on a dû modifier, et on est toujours en train de modifier la raffinerie pour pouvoir traiter d'autres molécules, y compris des déchets qui ont beaucoup plus d'impuretés. Donc, on travaille sur le pré-traitement pour enlever, effectivement. Donc, l'huile de palme, il y avait un aspect économique, mais il y a aussi des aspects technologiques. Et je pense que, voilà, vous êtes ici... j'ai un auditoire qui peut comprendre aussi ces aspects technologiques. Donc voilà, donc on ne produit pas d'éthanol aujourd'hui chez Total, et toute la recherche carburant qu'on fait vise les carburants aviation essentiellement. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Oui. Et nos bioraffineries sont axées, on a annoncé Grand Puy, c'est annoncé pour l'aviation aussi. Donc ce qu'a expliqué l'intervenant, le côté routier, donc nous, effectivement, on travaille beaucoup sur l'électrification, sur le routier. Ça veut vraiment dire qu'il faut arrêter ces usines de faire du biocarburant. Il vaudrait mieux en faire de la chimie fine à partir du bio. Ça veut dire... Puisque de toute façon, il n'y aura plus de moteur thermique. Mais il n'y a pas que les voitures, il y a les avions et la marine. C'est ce que j'ai dit ce matin. Il y a au moins une demande de 500 millions de tonnes ou 400 millions de tonnes de carburant liquide nécessaire à l'aviation en 2050. Et ça sera forcément en compétition avec vos molécules carbonées, parce que ça sera du liquide aussi. Encore une fois, le routier est un autre sujet. L'électrification va faire sa place, mais il y aura quand même ces aspects aviation. Jean-Luc, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je voulais revenir sur un truc important. À l'origine, pourquoi est-ce que finalement on a du biodiesel ou on a de l'éthanol dans les carburants ? Les agriculteurs ont cherché à trouver, ou les coopératives, à trouver des régulateurs de prix. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu un deal avec les États-Unis, comme quoi on leur achèterait leur tourteau de soja. Les agriculteurs, assez naturellement, ont essayé de développer d'autres plantes, notamment le colza, pour produire des protéines. Et ce qui les intéresse dans ce cas-là, c'est la protéine. Il se trouve que l'huile, c'est un coproduit de la production de protéines. On ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Donc il fallait se débarrasser d'un excédent d'huile sans venir affecter le marché de l'huile alimentaire, parce que sans lui faire perdre de la valeur. Donc, l'application qui a été trouvée, qui était suffisamment grande en volume, etc., c'est de faire du biodiesel. Même chose pour l'éthanol. Il fallait un régulateur du prix du sucre. Quand il y a trop de sucre qui est produit, il faut le faire disparaître du marché pour éviter que le prix du sucre se casse la figure.
Bon, faire de l'éthanol à partir de sucre, c'est facile. Donc dans ce cas-là, ils ont investi dans les unités de fermentation pour faire disparaître du sucre du marché. C'est rien d'autre. Hein. Bon, après, le politique s'en est mêlé et a vu que c'est super d'avoir des biocarburants, on en a demandé d'en avoir plus. Mais à la base, c'était du bon sens agricole, si je puis dire. Hein. Après, on a introduit nos systèmes de multiples comptages, etc. Et c'est là où les industriels sont perdus. Parce qu'on nous promet d'avoir 20% de biocarburants en 2020, ou peu importe. Puis comme on voit qu'on n'y arrive pas, on a introduit un système de multiples comptages. Et au final, on est perdu. Hein. Et c'est très difficile d'avoir une stratégie à long terme quand du jour au lendemain, on peut supprimer une aide ici, en mettre une autre ailleurs, etc. Donc c'est ça la réalité. Peut-être pour rappeler, du coup, effectivement, les carburants dits première génération qui ont été présentés sont capés à 7%. Donc on ne peut pas en mettre plus. En revanche, l'Europe a des ambitions de beaucoup plus décarboner son énergie. Et donc, du coup, ils ont introduit effectivement cette notion de double comptage pour tout ce qui est avancé. Donc tout ce qui est lignocellulose, parce que techniquement, c'est beaucoup plus challenging. Et comme on n'arrive pas à atteindre les objectifs, donc c'est ce fameux double comptage quand on est sur déchets. Et d'ailleurs, pour l'aviation, les 1G ne comptent pas. On est directement sur des technologies avancées. Et le glycérol est compté 4 fois, si on l'utilise pour faire un biocarburant. Donc après, on n'en trouve plus pour faire de la chimie. Mais oui, parce que c'est un déchet d'une... voilà, c'est considéré comme un déchet. C'est une matière première. Je voudrais faire une petite remarque, parce qu'à tous vous écouter, on a l'impression que les paysans se sont enrichis dans cette affaire. Je voudrais vous dire que certains paysans, parce qu'il se trouve que je suis un peu paysan, et que moi, l'éthanol, je le paye alors que j'en fournis. Et en fait, ça me revient de l'argent. Ça me coûte de l'argent de faire de l'éthanol. Je suis producteur de vin et quand j'ai fait trop d'alcool, je peux pas vendre mon vin. Je l'envoie à la distillerie et on me donne même pas le dixième de sa valeur en échange. Donc, probablement, les betteraviers, ils ont gagné des sous, mais les viticulteurs, ils en gagnent pas du tout. Au contraire, ils en perdent. Donc, ça, c'était une première remarque. Après, j'ai quelques questions à poser. D'abord à toi, Jean-Luc. Quand tu nous as montré tout ton zoo pour atteindre les différentes molécules, il y a quand même quelque chose dont tu n'as jamais parlé tout au long, mais je me suis rendu compte qu'il y a certaines étapes où tu as quand même des trucs assez dangereux sur le plan chimique. On en tient compte, ça, quand on fait ce genre de schéma? Il y avait des molécules que j'aurais pas voulu trop travailler. Par exemple l'acide cyanhydrique, par exemple, comme ça au passage. Oui, l'acide cyanhydrique, effectivement, on sait le faire. Hein. Ouais. Maintenant, est-ce une voie d'avenir? Quelque part, c'est la voie principale pour faire le méthacrylate de méthyle aujourd'hui, acétone plus acide cyanhydrique. Mais ce qui est frappant, c'est comme quand je mentionnais l'acrylonitrile pour faire de l'acide acrylique, il n'y a pas d'azote dans le produit final. Donc, quelque part, c'est pas de bon sens de développer. Voilà, c'est des voies historiques. Les usines, elles existent, mais quelque part. Non, mais ma question, quand vous faites le choix ou que vous allez déterminer une nouvelle voie, est-ce que vous prenez en compte la dangerosité des molécules et ce genre de problème? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, mais c'est des voies qui ont été développées dans le passé. Il y a une voie récente que j'ai mentionnée qui passe par la propiolactone. Quand on voit le niveau de toxicité de la propiolactone, il y a intérêt à ne pas avoir à transporter et l'isoler. Mais la voie qui passe par l'acroline, aujourd'hui, l'acroline pour faire de l'acide acrylique, elle est produite, mais directement convertie dans le réacteur. Et l'acroline, elle a aussi des intérêts en chimie fine. Parfumerie ou médecine. Il y a des voies alternatives pour s'en passer, pour faire les molécules, mais qui sont beaucoup plus complexes et génèrent beaucoup plus de déchets. Donc là, par contre, et c'est une des solutions qu'on avait beaucoup poussées, c'était de dire on a des solutions pour faire des petites unités délocalisées qui évitent de stocker des grosses quantités de produits toxiques et d'en transporter. Je prends un autre exemple aux États-Unis. Croda a monté une unité pour faire de l'oxyde d'éthylène en partant d'éthanol, donc il faut éthanol, éthylène, oxyde d'éthylène, pour ne plus avoir à transporter et stocker d'oxyde d'éthylène qui traversait tout le pays en train. Bon, là, en l'occurrence, c'est ça qui fait du sens. Oui, tout à fait. On ne sait pas bien chiffrer, par contre, pour parler d'économie, on ne sait pas chiffrer combien, finalement, on gagne à avoir ces solutions-là. On sait combien ça va coûter, mais on ne sait pas chiffrer combien on gagne, parce que finalement, on va y gagner le jour où il n'y aura pas l'accident. Exactement. Donc, tu as tout à fait répondu, c'était la question. Moi, j'ai une question pour vous. Depuis ce matin, on parle de biomasse. Est-ce que
vous avez évalué, ou quelqu'un a évalué, le stock de biomasse potentiellement utilisable sur l'ensemble du territoire français métropolitain, et si on y rajoute en bis les territoires dom-tom? Alors oui et non, il y a plusieurs études. C'est assez compliqué, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut travailler vraiment au niveau local et avec les coopératives et les agriculteurs, en fait, parce que c'est vraiment, comment dire, les seuls qui ont une vraie connaissance de leurs déchets. On parle bien des déchets, pas des Non, cultures. De tout. La biomasse en général en France, la biomasse, tout le monde veut utiliser la biomasse. Combien on en dispose y compris un G, les sucres. Ça, je pense que les sucres, typiquement... À condition qu'on n'arrête pas l'alimentation. Oui. Je pense que là, les 3%, donc ça, on sait combien on produit de sucre, de betterave, etc. Après, l'enjeu, en fait, c'est l'impact climatique. Vous voyez tous qu'il y a de plus en plus de phénomènes climatiques, quand même, qui sont assez... y compris en France, qui sont assez impactants pour notre pays et pour l'agriculture. Et du coup, ce périmètre-là, c'est difficile à prendre en compte. Et moi qui travaille plutôt sur les déchets, encore une fois, on se focalise sur la valorisation des déchets, c'est très difficile pour nous aujourd'hui de prendre en compte les changements de pratiques agricoles avec les retours au sol qui sont de plus en plus importants, et aussi tout ce qui est changement climatique et impact sur notre productivité. Et donc là, je vais lancer une collaboration avec un focus là-dessus, parce que c'est clé pour nous, encore une fois. Et il y a plusieurs études, on en a fait dans différents projets. Monsieur Daxan, c'est parti, mais dans le cadre de Futurol, tout ça, on a fait plein d'études là-dessus. C'est toujours un petit peu challenging, et de dire on est sûr sur 15 ans de pouvoir sécuriser telle paille ou tel feedstock ou tel déchet. Oui, mais comme toutes les autres personnes à qui j'ai posé cette question depuis des lustres, vous ne m'avez pas répondu à la question. Personne n'est capable de dire actuellement combien on peut disposer de biomasse en France, alors que tout le monde veut l'utiliser pour faire des tas de choses. Je pense qu'il y a des études. Je pense que vous trouverez des chiffres. On a plein de consultants qui sortent des chiffres. Après, est-ce que c'est la réalité et que vous n'allez pas être en frontal sur des problèmes d'acceptabilité ou des problèmes de disponibilité très vite? C'est ça l'enjeu. Des chiffres, vous en trouverez. La solidité des chiffres pour monter une unité. Je pense par exemple à cette centrale thermique à Gardanne, où on l'a dimensionnée pour faire 600 000 tonnes de bois par an. 600 000 tonnes de bois par an, en 5 ans, PACA est un désert. Oui, justement, d'où ma vigilance quand je vous dis attention à la réalité de la disponibilité de la biomasse. Et c'est bien l'enjeu. Aujourd'hui, l'ADEME a lancé un appel d'offres sur les carburants avancés. Encore une fois, il y a des projets qui sont lancés. Et une des premières étapes, c'est de vérifier la disponibilité, la pérennité des feedstocks pour bien caler la capacité de l'unité par rapport aux feedstocks disponibles en France, de façon à ne pas arriver à quelque chose d'aberrant d'ici 3 ans ou d'avoir rasé une... C'est un sujet de discussion que j'ai eu avec vos collègues là, pour le carburant pour les avions, là, à partir du nouveau procédé là, que vous avez mis en plusieurs groupes à faire. Il attend fabriquer 4,5 millions de tonnes de carburant pour les avions à partir de biomasse, etc. Je ne sais pas trop, on va aller les chercher. Sans doute c'est pas en pour ça France. qu'il faut diversifier. On l'a dit ce matin, il n'y a pas une solution technologique. On est tous d'accord, c'est mieux d'accord, mais même si on prend les huiles de friture, qu'on prend la biomasse et qu'on prend quelques rares autres sources, avant de faire 4,5 millions de tonnes, c'est gigantesque. C'est déjà énorme, et ils en veulent 450 millions au niveau de la planète. Exactement, voilà, c'est pour ça que en 2050. D'où on arrive aux solutions de CO2, de e-fuel, et c'est là qu'on passe effectivement au recyclage plastique ultime. Et voilà, donc la biomasse ne pourra pas suffire à répondre à la demande complète sur les carburants aviation. Enfin, c'est notre vision. Et là, c'est une petite niche en plus, quand on passe à tout le reste, à tout ce qu'on veut faire avec la biomasse. Donc j'espère que ce message va passer, parce que là, on se berce d'illusions, et ça rejoint un petit peu ce que disait monsieur tout à l'heure. Il y a d'autres questions? Oui? Qui c'est qui a pris le micro? Ah, là-haut, c'est là-haut. Ah, on voulait pas. Qui c'est qui voulait la... Il y a Édouard, il y a quelqu'un là-haut. Là-haut. Oui, mais il y avait monsieur... Voilà, je reviens. Merci.
Non, oui, merci. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Mais j'avais un commentaire. Je trouve que la table ronde est très très sévère envers les biocarburants. Là, ça fait les biocarburants, et je suis entièrement d'accord avec vous, c'est l'une des solutions. Ce n'est pas la solution, et ça fait partie du périmètre. Nonobstant, on a quand même pas mal d'acquis depuis une vingtaine d'années. Vous l'avez fort bien exposé dans votre présentation. On sait bien comment les biocarburants ont démarré, on sait bien aujourd'hui où nous en sommes et pour quelles raisons. La directive européenne est là aussi pour aider à baliser l'espace. Vous en avez très peu parlé, monsieur en a un tout petit peu parlé. Il y a quand même, on est en train de préparer la 3e Renewable Energy Directive qui va servir justement à aider à structurer le marché et pas forcément pas les besoins, mais comment orienter les productions de biocarburants. Donc ça, c'est un point qu'il faut absolument avoir en mémoire. Et aussi, il y a un point qui me surprend toujours, c'est on parle de la fin du moteur thermique en 2035. Il faut faire attention, c'est pas ça la situation. C'est en 2035, on ne vendra plus de véhicules neufs équipés de moteurs thermiques. Si vous avez acheté votre véhicule à moteur thermique en 2034, je pense que vous souhaitez l'utiliser au moins jusqu'en 2054. Donc attention, c'est-à-dire que des besoins en carburant conventionnel, biocarburant, il y en aura besoin au-delà de 2035. Alors après, il y aura toute la réflexion autour de l'impact CO2 des mobilités. Et ça, faudra bien l'avoir en tête. Mais néanmoins, du moteur thermique, on en aura au-delà de 2035. C'est un peu les commentaires que je voulais amener, parce que j'étais un peu... C'est un tout petit peu un peu lourd, on se dit fichtre, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise depuis 20 ans? Non, mais effectivement, j'ai pas parlé réglementation parce qu'il y avait un volet après moi, mais tout ça est très réglementé et l'Europe bouge beaucoup et très dynamique. Hein. C'est même un challenge pour les industriels, n'est-ce pas, de suivre la réglementation ou de l'anticiper pour que ce soit le plus pérenne possible et que ça évolue. Pour les moteurs thermiques routiers, la vraie question sera de voir le meilleur usage. Est-ce qu'on a envie de pérenniser ou on dira à ces gens-là, on rachète votre voiture, parce qu'il n'y a pas de réalité ou la distribution associée. Hein. Ça sera ça l'enjeu, de voir le meilleur usage de ces molécules carbonées, moins CO2 émettrices, on dira. Oui, merci. J'aurais voulu savoir d'une part où on en était pour la conversion du bois en carburant. Et parce que quand j'étais à la FME dans les années 80, on avait donc le pilote de Clamcy, on avait effectivement des problèmes qu'on a évoqués ici, à savoir qu'il fallait éventuellement, pour faire d'autres unités, il fallait vraiment avoir beaucoup de bois et puis surtout le transporter. Donc on a cherché à miniaturiser ça. J'aurais aimé savoir où on en était sur cette question-là. Et puis ensuite, j'ai une remarque parce que quand on parle de biocarburant, effectivement, y compris pour l'aviation, je suis étonné qu'on reste au niveau européen. On a quand même une plante extraordinaire qui s'appelle la canne à sucre et les possibilités au Brésil sont considérables et ça semble être complètement ignoré dans notre débat. Alors, pour la canne à sucre, je réponds tout de suite. Les 3 unités dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'éthanol 2G, Ryzen, c'est sur la bagasse au Brésil. Hein. Donc, c'est vrai que l'avantage de la canne à sucre, c'est que c'est une grosse culture et le déchet bagasse est récolté, donc il est là. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à faire de l'éthanol 2G et qu'ils ont des grosses ambitions là-dessus. Évidemment, on parle beaucoup de la réglementation. Enfin, on n'a pas beaucoup parlé, mais on vient de parler de la réglementation européenne. Il y a des réglementations différentes suivant les pays. Les États-Unis, depuis l'élection de Biden, sont très, très, très orientés carburant aviation et mettent de très gros moyens pour développer la filière carburant. Ils ont d'autres façons de comptabiliser les feedstocks qui sont très carbone. Enfin, leur driver, c'est le carbone, les réductions de carbone. Alors qu'en Europe, on est très sur la liste des feedstocks disponibles. Vous voyez, il y a les fameux 1G, non 1G, les avancés. Aux États-Unis, ils ne regardent pas vraiment la nature du feedstock, mais l'impact carbone de l'ensemble de la chaîne de production, ce qui est aussi en discussion un petit peu dans la RED 3, il me semble, voire plus un peu de discussion sur le CO2.
Quant aux tailles pour le bois, alors le bois c'est un sujet en grande discussion en ce moment en Europe. Ce qui est sûr, c'est que on doit partir de déchets de bois, et la définition des déchets de bois est en discussion sur la RED 3, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc oui, c'est un vrai challenge parce que toutes les unités, les unités les plus pertinentes, les plus efficaces pour passer du bois à un carburant liquide, c'est quand même un challenge, sont d'une taille effectivement relativement conséquente. Et là, quand je vous ai parlé tout à l'heure du projet financé par l'ADEME, l'enjeu, c'est de bien définir la disponibilité de déchets bois. Donc ça veut dire du bois B industriel et des déchets de scierie ou des choses comme ça. Les branches, on ne sait pas si on pourra les prendre. L'enjeu, c'est de voir effectivement les déchets disponibles dans un rayon de collecte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, relativement limité pour des questions d'ACV, et la taille du gisement par rapport à la technologie qui nécessite une taille minimum de plusieurs centaines de kilotonnes. Donc c'est bien le challenge fixe stock, périmètre de récolte et taille de l'unité. Oui, rebonjour, j'ai une petite question toujours sur le bois. On a beaucoup parlé donc de l'utilisation des sucres pour faire des carburants de nouvelle génération, là. Mais on ne parle pas de la lignine, dont la lignine est vue depuis des années comme une source d'aromatique pour les BTX. C'est difficile, un matériau qui est difficile à déconstruire. Mais où en est-on au niveau industriel en France actuellement ? Parce que ça sera quand même la grande source de BTX si on veut remplacer l'utilisation des hydrocarbures. Alors moi, on m'avait demandé de faire une présentation sur les alcools, donc j'ai un peu laissé la partie aromatique. Comme l'a dit Philippe ce matin, les aromatiques, c'est aussi important pour l'aviation. Les carburants aéronautiques ont une partie d'aromatiques qui sont importantes dans leur composition. Aujourd'hui, oui, on s'est un petit peu enlisé la lignine a un petit peu subi l'histoire de l'éthanol 2G, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on faisait une techno d'éthanol 2G par voie lignocellulosique biochimique, on disait « Ah, si on arrive à valoriser la lignine, ça vole au niveau économique ». Bon, on n'est pas arrivé bien loin. Dans les approches que je vous ai données, il y a quand même effectivement, par exemple, l'approche catalytique qui permet d'avoir une lignine liquide d'assez bonne qualité et qui pourrait être assez facilement convertie en pas mal de choses. Mais au niveau industriel, moi, j'ai pas d'idée. Alors, il y a oui, vous avez cité qui ce matin pour tout à l'heure? Vous avez cité? Non, c'était de la lignine. Oui, non. Quelqu'un a cité aromatique ce matin, non? Nélotech. C'était la conférence d'ouverture. Ouais. Nélotech. Voilà, c'était ça. Donc, mais en France, il n'y a rien au niveau valorisation, alors qu'effectivement, c'est trois composés aromatiques en soi, la lignine. Mais on est à peu près nulle part au niveau industriel, à mon sens. Il y a Borgard en Norvège qui fait les lignosulfonates, qui eux ont des marchés, mais c'est un procédé bien particulier. Ils valorisent la lignine sous forme de lignosulfonate. Ils font de l'éthanol 2G depuis très longtemps aussi, mais leur bioraffinerie est orientée sur une matière première particulière et un procédé particulier qui donc génère ces lignosulfonates, qui eux ont des marchés. Oui, merci. Je voulais juste revenir sur la remarque éthanol Brésil et éthanol aéronautique. Faisons attention, parce que l'éthanol, déjà, on ne peut pas l'utiliser dans l'aéronautique, l'éthanol. Il faut repasser soit par la filière éthanol to jet, et à ma connaissance aujourd'hui, des filières éthanol to jet industrielles et qui ont atteint leur potentiel économique, j'en connais pas. Je ne sais pas si vous pourrez peut-être me confirmer ou infirmer. Néanmoins, c'est une filière particulière et qu'il faut développer parce que l'éthanol en tant que tel n'est pas utilisable dans l'aéronautique, lié au pouvoir calorifique et lié à la sécurité. Donc déjà, on ne peut pas faire ça. Et ensuite, faisons attention à l'éthanol brésilien parce qu'on reviendra tout de suite au cas au CASI ou à l'ILUC que vous citiez tout de suite, c'est que si on veut augmenter les potentiels d'éthanol au Brésil, eh bien, on se heurtera très rapidement à la compétition d'affectation des sols, enfin la compétition d'affectation des sols directe ou indirecte, ce qu'on appelle le CAS ou le CASI en français ou le LUC ou l'ILUC en anglais, mais on va très vite être confronté à cette problématique-là. Donc, soyons vigilants, quoi. Donc moi, ma réponse était plutôt sur la technologie Ryzen, qui est donc de l'éthanol 2G sur bagasse
qui est issu de la canne à sucre du marché actuel. Hein, donc on est sur des avancées, hein, pas du tout sur l'éthanol ingé. Concernant l'éthanol to jet, hein, là aussi je me tourne vers mes collègues d'Axens, il y a quand même beaucoup de gens qui bougent sur les alcools vers le jet. Et puis, je vais encore citer Shell, hein, je suis désolée, je travaille chez Total Energy, mais je suis technologue, donc je fais mon benchmark et je suis les avancées. Shell a annoncé une unité d'éthanol to jet, ils ont investi dans LanzaJet, qui a un pilote qui est en cours de finalisation, je crois qu'il ne tourne pas encore, hein, c'est sur une technologie concurrente de celle qu'a Axens. Donc ça bouge aussi de ce côté-là. Donc je suis d'accord, il n'y a pas de réalité industrielle aujourd'hui. Je pense que quand Axens a annoncé aussi son partenariat avec Gevo, etc., c'est aussi autour de la valorisation d'alcool vers des molécules à plus haute valeur ajoutée pour les carburants. Donc ça bouge, il n'y a pas de réalité industrielle aujourd'hui, mais en tout cas ça bouge beaucoup. Je laisse monsieur compléter s'il le souhaite, il a le micro. Oui, donc c'est juste pour rajouter que dans le partenariat qu'on a avec Gevo, donc la réalité industrielle elle a commencé puisqu'on est en train de faire le process book. Voilà. Donc voilà, c'est quand même des choses qui s'accélèrent parce que la demande, encore une fois, d'aviation est forte. Et donc du coup, il faut trouver des solutions et l'alcool 2G existe aussi, quoi. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah, il y a encore une question, et la dernière. Oui, c'est bien la dernière question, elle s'intéresse à tous les intervenants. On parle du problème des carburants, mais il y a un autre problème qui est celui des déchets plastiques. Et je me demandais s'il n'y avait pas moyen de coupler les deux. C'est-à-dire que par une action de la force publique, par une action du choix des polymères peut-être, et d'imposer aussi certains polymères pour certaines applications, on parlait ici des bouteilles d'eau, et puis aussi, finalement, on peut valoriser ces déchets plastiques. Ma question, c'était, est-ce que la source carbone des déchets plastiques est suffisante en termes de tonnage pour assurer finalement une production? Alors, c'est peut-être 10% ou 1% simplement des besoins. Alors, il y a plus... Enfin, la dame de record aurait pu nous aider, mais j'ai mis dans ma slide finale, justement, c'était cette dimension que je voulais aborder. Il y a des technologies qui permettent d'utiliser des déchets plastiques et des déchets biologiques. C'est typiquement l'intérêt de la gazification, par exemple, qui permet de revenir à des molécules simples. Et après, au niveau réglementaire, aujourd'hui, il y a pas mal de discussions, parce que le plastic to fuel, c'est pas forcément quelque chose Et on comprend, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de circularité et du meilleur usage des carbones. Donc quand on a du plastique, on se dit que la meilleure chose, c'est du recyclage d'utilisation, du recyclage mécanique, du recyclage chimique. Et faire plastique to fuel, je pense que c'est l'ultime étape avant plastique combustion. Dans les usages, hein. Mais c'est des choses qu'on regarde, et encore une fois, la gazification permet de traiter des déchets municipaux qui n'ont pas été triés, par exemple, et qui permettraient de valoriser les molécules plastiques, soit en fuel, soit en plastique. Hein. Parce que quand on a de l'éthanol, par exemple, on fait de l'éthylène, du polyéthylène, ou on peut faire un carburant aviation si on va un peu plus loin dans la voie de valorisation. Bon, on a dépassé le temps que nous avions pour les questions. C'est compliqué parce qu'on a des plastiques mélangés. Non, mais les déchets plastiques, c'est pas pour faire des biocarburants. Il faut les utiliser pour refaire des matières plastiques. Il faut privilégier avant tout déjà la réutilisation. Faut privilégier, donc c'est de l'éco-conception pour qu'on puisse réutiliser. Il faut qu'on puisse réparer. Et puis derrière, il faut qu'on puisse recycler mécaniquement. Ah oui. Et c'est là où le législateur il a un rôle à jouer, parce que quand je vois encore moi ça me choque de voir des bouteilles d'eau en plastique de toutes les couleurs, ça compromet le recyclage mécanique. Le législateur, il n'y a qu'à tout simplement interdire la couleur, puis c'est tout. Il n'y a pas à aller beaucoup plus loin. C'est tellement simple que je ne comprends pas pourquoi ça ne soit pas déjà fait. Bon, donc, et ça facilite le recyclage mécanique, et derrière, en ultime, on a les recyclages par voie dépolymérisation, et il faudra
faciliter la collecte, parce que là, il y a aussi un travail d'éducation des gens. C'est à la campagne que la collecte est de la meilleure qualité, c'est en ville où c'est la plus mauvaise qualité, parce qu'il suffit que dans un immeuble, il y ait 2-3 personnes qui fassent n'importe quoi et qui ne trient pas leurs déchets pour contaminer la totalité du lot. Donc, il y a un gros travail d'éducation à faire, aussi de ce côté-là, pour augmenter la collecte.